Bonjour à tous. Avant de commencer la correction de l'activité 21, je vous propose un petit rappel en images. Donc, au début de la leçon, nous avons vu que les reliefs étaient soumis sans cesse à l'altération dont le principal agent était l'eau. Il en découlait la formation de particules appelées sédiments. Ces sédiments sont ensuite transportés, donc arrachés du relief puis transportés, c'est ce qu'on appelle l'érosion. Et ils sont transportés tant que le courant a assez de force pour les déplacer. Lorsque la vitesse du courant diminue, les particules vont pouvoir se déposer et c'est à ce moment-là que va commencer la sédimentation, c'est-à-dire la formation des roches sédimentaires. Donc en effet, au fur et à mesure que les sédiments se déposent, les premiers qui se sont déposés vont être compactés. Cela va chasser l'eau qui était prisonnière entre les grains. Et les, les éléments minéraux donc, qui vont rester vont pouvoir cristalliser et former un liant, ce qui aboutit à la formation d'une roche sédimentaire compacte sous forme de strates, avec donc les strates les plus anciennes étant vers le bas puisque ce sont les premières à s'être déposées. Donc, le but de l'activité aujourd'hui va être de retracer l'histoire des sédiments à partir donc de la roche, puisque le passage donc de l'altération à la formation de la roche prend plusieurs milliers d'années. Et donc, c'est ça qu'on appelle un paléo-environnement. C'est dans quel environnement les sédiments se sont déposés. Donc, pour répondre à cette question, on va utiliser ce qu'on appelle le principe d'actualisme. Le principe d'actualisme postule que tout ce que l'on observe aujourd'hui s'observait de la même façon dans le passé. Et donc, en comparant ce qu'on observe aujourd'hui et les traces qui restent dans les roches sédimentaires, on va pouvoir retracer l'histoire du sédiment. Vous aviez donc 3 roches pour lesquelles il fallait retrouver le paléo-environnement. Alors, on voit ici sur cet affleurement qu'il y a 2 roches différentes. En effet, celle-là est bien lisse, alors que celle-là, on voit qu'il y a vraiment des strates beaucoup plus visibles. On se doute que cette partie-là est identique à cette partie-là. Mais là, les échantillons sont beaucoup trop loin de nous pour que l'on puisse en déduire quoi que ce soit. Donc, nous avons de la chance, nous avons les échantillons à une échelle plus réduite qui nous étaient fournis. Alors, le premier échantillon, donc c'est celui-là, comment est-ce qu'à partir de ça, on va pouvoir déterminer où est-ce qu'il s'est formé? Alors pour ça, vous aviez des informations dans votre livre. Les informations étaient les suivantes. On vous précisait que la taille des sédiments, le tri des sédiments et la forme des sédiments allaient pouvoir vous renseigner sur le lieu de leur sédimentation. En effet, plus le trajet est long, plus les sédiments sont de petite taille et bien triés. Donc c'est ce qu'on voit là. Au fur et à mesure que les sédiments sont transportés, ils sont de plus en plus petits et donc ils seront de plus en plus triés. Deuxième chose, au fur et à mesure de leur transport, leurs formes vont s'arrondir. Donc ça c'est donc la première chose à voir. Deuxième chose à voir, c'était pas écrit dans le texte, mais sous-entendu dans ce document. On est d'accord que pour se déposer, les particules fines ont besoin d'un environnement plus calme, avec moins de courant que des particules plus grossières. Alors, qu'en est-il pour notre échantillon? Première chose, on voit que les sédiments sont plutôt gros, supérieurs à 2 mm. Nous sommes donc en présence d'un conglomérat. Alors, on voit qu'il y a de grosses particules et des plus petites. Donc, on peut dire que le classement est plutôt faible. Il y a un mélange de gros et de petits sédiments. Au niveau de la forme, on voit qu'ils sont plutôt allongés et pas ronds du tout. Donc, pour moi, on se situe à peu près dans cette zone-là. Donc, d'après les informations que vous aviez à votre disposition, une forme anguleuse et
des sédiments de taille très mélangée. On peut donc supposer que ces sédiments se sont déposés dans un endroit agité, relativement proche du lieu de l'altération, donc de l'amont de la rivière, et que donc le dépôt s'est fait au niveau du lit d'un torrent. Pour la seconde roche, là aussi, l'échelle au niveau de l'affleurement est beaucoup trop petite, donc on va zoomer sur notre échantillon numéro 2. Donc c'est ce que vous avez là. Donc là, on voit que les grains sont beaucoup plus fins. Donc nous sommes en présence d'un grès. Comme tout à l'heure, on va essayer d'évaluer le classement et la forme des grains. Donc là, on voit que au niveau donc, de la taille des grains, c'est beaucoup plus homogène que tout à l'heure. On est plus dans cette situation-là, avec plutôt un bon classement. Ils ont à peu près tous la même taille. Et au niveau de la forme, alors c'est un peu plus sphérique que tout à l'heure. Par contre, il reste des petits angles. Donc pour moi, on est voilà, à peu près par ici en ce qui concerne donc la forme des grains. Donc, nous avons un bon classement et des formes plutôt arrondies. Donc, on est plus dans cette situation-là. On peut donc en déduire que ici, les sédiments accumulés dans un endroit plutôt calme, puisqu'ils sont plus petits, et que les grains ont fait un long trajet, donc on est plus vers l'aval donc du courant, et donc on est plus au niveau d'une rivière ou d'un fleuve. Le dernier échantillon, donc c'était également du grès. Donc là, on n'avait aucune information sur les grains, mais on peut remarquer que la dalle est marquée par des petites rides. Et en utilisant le principe d'actualisme, on voit que ces rides peuvent également être aujourd'hui observées au niveau d'une plage ou sur les bords d'un lac. On va donc pouvoir déduire que euh, cette, euh, cette dalle de grès s'est formée au niveau donc d'un rivage. Grâce à la forme des rides, on voit qu'elles sont plutôt droites, donc on est plus dans cette situation-là. Donc on peut en déduire que le courant était plutôt lent. Donc ce qu'il faut bien s'imaginer, c'est là on voit bien qu'on est dans un paysage de montagne, mais en vrai, dans le passé, le paléo-environnement était plutôt une plage. Donc vous voyez, un changement total d'environnement. Donc on vient de voir avec les deux derniers exemples que une même roche, donc dans les deux cas, on avait un grès, mais la forme de la roche n'étant pas la même, on voit que donc celui-là s'est déposé au niveau d'une plage, alors que celui-là s'est déposé plutôt au niveau d'une rivière. Donc voilà ce qu'il fallait retenir pour cette activité. Donc, en conclusion, on voit que grâce au principe d'actualisme, on peut reconstituer l'environnement dans lequel les roches sédimentaires se sont formées. Pour cela, il faut notamment regarder la forme, le classement ou la taille des particules qui composent la roche. Autre indice supplémentaire qui n'était pas dans votre livre, mais la présence de fossiles peut aussi nous renseigner sur le type de végétation ou la faune qui était présente au niveau donc du paysage lors de la formation de la roche.